Ah, c'est bien ça, les Jeux ivoiriens. Ok, donc ils suivent mes conseils. Ça, c'est très bien ça. Ça me fait plaisir. Quittez dans les clashs, je vous ai dit non. Quittez dans les clashs. Les Bordeaux commence à suivre, commence à montrer sa musique. Ok, au départ, il n'a pas dit qu'il faisait seulement clash. Pour rester là, c'est clash que tu as mangé. Devant tes cassettes, tu veux manger clash. Bah. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Ça va un peu, j'espère. Voilà. Ok. Seguir Zubeij, comment ça va? Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Regardez, vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'il faut poster pour la présidentielle euh, aux États-Unis. Vous savez, moi je ne suis pas malhonnête. Hein. Moi, dans ma vie, je ne suis pas malhonnête.
Je suis venu aux États-Unis, ça fait juste 10 ans presque que je suis là. Ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Je ne peux pas prétendre. C'est pas parce que je suis américain, ça me donne le droit d'être candidat partout. Sauf à la chose, comment déjà, à la magistrature suprême. Je peux être gouverneur, je peux être tout ce que je veux. Mais il y a une chose, je ne suis pas malhonnête. Un, je sais que en anglais là, je ne connais pas tous les mots en anglais. En fait, en tout cas beaucoup de mots. Vous comprenez, non? Ça veut dire qu'il faut avoir une base. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ça nous prend au moins, ça veut dire que pour parler correctement anglais, français, il faut avoir au moins le niveau 3e. Pour parler correctement français, il faut avoir au moins le niveau 3e. Ce qui te prend 10 ans au moins. 10 ans à l'école, pendant 9 mois par an, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, pour parler correctement français. Vous comprenez, non? Alors que tu es bébé, c'est-à-dire que tu es petit, c'est depuis l'âge de soit 5 ans, soit 6 ans que tu rentres à l'école. Et il te faut 10 ans pour parler correctement français. Voici quelqu'un comme moi. Je suis venu ici aux États-Unis. J'avais déjà plus de 30 ans quand je suis arrivé aux États-Unis. À cet âge-là, on n'apprend plus trop vite. À 30 ans, on apprend. On peut assimiler. Mais on n'assimile plus trop vite. Comme les enfants. Tu vois, tu prends ton bébé. Toi, tu es aux États-Unis. Ton enfant est au pays. Prends ton enfant de 10 ans ou de 14 ans ou de 15 ans. Tu le prends, tu le fais venir aux États-Unis. En 2 ans, tu ne pourras pas parler anglais avec ton propre enfant qui vit sous ton toit. Parce que les enfants apprennent vite. Donc quand tu me dis d'aller poster, moi je ne peux pas. Je ne suis pas malhonnête comme les Sam africains là, qui ne savent pas parler français. Parce qu'ils ont la nationalité ivoirienne. Déjà, ils sont partout en même temps. Ils veulent faire politique en Côte d'Ivoire. Et comme nous avons des présidents qui ne sont pas trop lucides, alors ils leur font la place. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je connais ma place et je connais mes limites. Moi Gilles, je connais ma place et je connais mes limites. Donc je ne peux pas prétendre être maire en ce moment ici, être quoi que ce soit, ou bien je ne sais pas quoi. Je ne peux pas prétendre faire politique aux États-Unis ici. Tout ce que je peux faire, c'est d'aller voter. C'est tout ce que je peux faire. Pourtant, j'ai le droit d'être candidat si je veux. Mais moi-même, je connais mes limites. Donc, je ne peux pas imposer mes limites aux gens. C'est pas comme chez vous là-bas. Les gens connaissent bien leurs limites. Des handballeurs et des handballeuses connaissent très bien leurs limites. Mais disent qu'ils vont forcément faire partie du gouvernement. Regardez votre enseignement. Comme les Sam africains qui veulent forcément faire politique. Ils sont partout en même temps. On dirait des souris. Alors qu'ils ne savent pas parler français. Ils ne peuvent même pas lire un contrat. Ils ne peuvent même pas écrire un contrat. Même solliciter quelque chose. J'ai l'honneur. Ils ne peuvent même pas le faire. Mais ils disent qu'ils font politique en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas malhonnête. Si j'aime bien, si je suis dans une ville aux États-Unis et que j'aime bien cette ville, comme je l'ai déjà fait à Dallas, tout ce que je peux faire, je vais prendre mon argent, aller payer des choses et puis donner aux gens. Ou donner aux démunis, comme je l'ai déjà fait à Dallas. Prendre ma voiture, mettre des chaussures, des habits, de la nourriture dedans, et puis aller donner aux gens, distribuer aux gens. Ça, c'est ce que je peux faire. Ça, c'est mon enfant maintenant qui fera le reste. Ça, c'est comme ça que la vie est. Ça, c'est être honnête envers soi-même d'abord, avant d'être honnête envers les autres. Je suis très honnête envers moi-même. Tu ne me verras jamais dire ce que je ne suis pas. Si tout le monde voit ici, je connais des gens qui ne sont rien, mais qui font croire au monde entier, qui sont autre chose, on se connaît, sur les réseaux sociaux ici. Mais je ne suis pas malhonnête. Je ne dirai jamais ce que je ne suis pas. Voilà. Donc merci pour ta proposition. Mais là-bas, non, je connais mes limites. Je n'ai pas les qualités. Moi-même, je reconnais que je n'ai pas les qualités. D'abord, linguistique. J'ai mes idées. Mais les idées, il faut les traduire dans une langue.
Et cette langue-là me fait défaut. En plus, je ne connais pas bien les États-Unis. Moi, je ne fais pas comme des gens qui viennent d'arriver en Côte d'Ivoire et déjà qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire alors qu'ils ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Il ne suffit pas de vivre 20 ans dans un pays pour croire qu'on connaît suffisamment bien le pays, qu'on peut faire de la politique dans le pays. Un jeune, je vais vous prendre un exemple. Un petit Burkinabé peut quitter au Burkina Faso avec ses parents, venir en Côte d'Ivoire. Il a peut-être 10 ans. Il peut être naturalisé. 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, il peut vouloir faire la politique. Parce qu'il est plus facile pour lui de connaître bien la Côte d'Ivoire par rapport à son père. Il peut faire la politique en Côte d'Ivoire. Mais par contre, son père sera limité. Parce que d'abord, il aura une barrière de langue. Il aura une barrière de langue. Ça, c'est la première chose d'abord. 3, il n'aura pas le temps d'observer comme l'enfant observe. L'enfant observe tout et il apprend tout. Il imite tout. L'enfant observe plus facilement. C'est pourquoi, là où j'ai grandi, là où j'ai pris la peine d'observer depuis que je suis petit jusqu'à puis j'ai grandi, c'est la Côte d'Ivoire. Je connais tout et personne ne peut me battre. Sur un plateau de télévision ou ailleurs, dans un débat. Parce que dans ma vidéo précédente, quelqu'un me disait, non, il faut venir en Côte d'Ivoire, il faut bien connaître les Ivoiriens. Toi, tu ne connais pas bien la Côte d'Ivoire que moi. Je connais les Ivoiriens. Peut-être mieux que toi-même. Donc c'est ça. Ne confondez pas tout parce que vous confondez un peu tout. Bref, c'est juste pour répondre à cette petite question. Oui, Sidoine, Magenta, je crois que c'est ça. Hein? Comment ça va? On me dit Draman est en France pour des soins. Ok. Et c'est qui me dit ça là même? Tac Tac. Bon, je ne sais pas qui est Tac Tac là. Mais, je ne sais pas si c'est un homme ou bien si c'est une femme. C'est la première fois que j'entends ce nom là. Tac Tac. Mais mon frère Tac Tac. Si Draman est en France, c'est que la France a permis qu'il soit là-bas. S'il est dans un hôpital en France, allez-y dire aux Ivoiriens de commencer à se lever alors. Parce que moi, ça ne me dérange pas. Si Draman est en France, si ce soit en France. Moi, hier, je suis allé faire nettoyer ma dent. Mes dents plutôt. Voilà. Clean. Ça, c'était aux États-Unis ici. J'ai pris ma voiture hier, je suis parti. J'ai pris un rendez-vous d'abord, je suis parti. On m'a nettoyé un peu. On a nettoyé une partie. On dit demain de venir encore, lundi de venir. On nettoie une partie. Et puis jusqu'à ce qu'on nettoie tout. Ça, c'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de partir en France. Si les hôpitaux manquent ici aux États-Unis, c'est là que voilà, ça va m'inquiéter. Mais je crois que si les hôpitaux manquent en Côte d'Ivoire et que si ça dérange quelqu'un, le fait qu'Alassane aille se faire soigner en chose, les Ivoiriens sont là-bas, ceux que ça dérange, ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui vivent en France, eux, ils n'ont pas de problème. La majorité de ceux qui vivent en France, ils ne payent même pas de médicaments. Ils vont seulement les services français, le social français s'occupe d'eux. Donc eux, ça ne les dérange pas, moi non plus. Ceux que ça dérange, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si ça les dérange vraiment, comme vous avez l'information, allez-y leur dire qu'Alassane est en train de se faire soigner en France.
Si ça les dérange vraiment, ils vont se lever, ils vont aller à la présidence. S'ils ne se sont pas levés, c'est que ça ne les dérange pas. Si les hôpitaux sont vides en Côte d'Ivoire, c'est que ça leur plaît. C'est qu'ils ont toujours d'autres moyens. Peut-être qu'ils utilisent les feuilles dans la brousse pour se soigner, donc voilà. Sinon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Vous pensez que moi, je vais dire, ah non, c'est mauvais, Alassane Draman Ouattara. Non, 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 non. Je ne vais rien dire. Tout le monde connaît la réalité. Et c'est la première fois qu'Alassane va se faire soigner en France. Lui-même, il se fait soigner en France. Ahmed Bakako se fait soigner en France. Père à son âme, Gon Koulibaly se fait soigner en France. Tout le monde se fait soigner en France. Ses enfants, sa femme, tout le monde se fait soigner en France. Quel est le problème? Si ça dérange quelqu'un, la personne peut s'élever pour dire que Alassane se fait soigner en France, donc ça me dérange. Mais moi, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Moi, Gilles, ça ne me dérange pas. Si se fait soigner en France, c'est que peut-être qu'il a l'argent. Si vous estimez que ce n'est pas son argent qu'il prend et que c'est l'argent des Ivoiriens qu'il prend, mais que les Ivoiriens se lèvent, ceux qui payent les taxes, donc à se lever. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas tout faire pour vous. C'est vous-même, au contraire, vous-même, vous les gens de RHDP là, qui avez voté à Alassane, c'est vous que ça devient inquiéter. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez voté à Alassane pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Et il vous a promis des hôpitaux, il a promis d'équiper des hôpitaux. Mais lui, il va en France pour te faire soigner. Ça, c'est vous que ça devait inquiéter. Ça, c'est vous que ça devait inquiéter. Moi, en quoi est-ce que moi, ça m'inquiète? Moi, ça ne m'inquiète pas. Non. Ceux qui sont en France, là, qu'ils soient pro Gbagbo ou bien RHDP, ce n'est pas leur problème. Si Alassane veut là, n'est qu'à rester 3 mois même en France. Ce n'est pas leur problème. Ça ne les inquiète pas. Quand eux, ils sont malades, ils vont à l'hôpital. On les soigne gratuitement. Gratuitement, on les soigne. Peu importe leur bord politique. Donc, tous ceux qui sont en France, hors de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de problème avec les hôpitaux en Côte d'Ivoire. C'est nos parents qui ont problème avec ça là-bas. Voilà. Donc, nos parents, là, eux aussi, ils ont bouche, ils ont pied, ils ont bras. S'ils sont vraiment trop fâchés et qu'ils savent que ce qu'Alassane fait, c'est pas bien, mais ils n'ont qu'à sortir dans les rues, qui va parler à leur place? Personne ne peut changer le lendemain pour eux. Ce qu'un homme politique devrait faire, c'est de mettre un plan, c'est-à-dire un programme en place pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, vous les Ivoiriens, vous avez un truc qui fait que souvent, ça me fait un peu sourire. Vous voulez que les hommes politiques et les cyberactivistes, je dis bien les hommes politiques et les cyberactivistes, vous voulez qu'ils dénoncent chaque fait. Non. Non. Moi, je me souviens une année, là, c'était au moment où Bédier était président. Et ce jour-là, j'étais à la Bibliothèque nationale, en face du camp Galeni, là, au plateau. Et j'écoutais la radio et on avait posé la question à Gbagbo Laurent. On dit on a augmenté le pain. Je crois que c'était de 10 francs ou bien, je ne sais pas, 20 francs ou quelque chose, quoi. On avait augmenté le pain. Gbagbo a répondu aux journalistes que lui ne mange pas pain. Lui ne mange pas pain. Donc ceux qui mangent pain n'ont qu'à le sortir pour aller marcher. C'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Ce que Gbagbo avait dit ce jour-là, c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On ne peut pas tout faire à votre place. Si ça vous dérange, vous sortez. Vous sortez, c'est votre... Attends, le leader, ce n'est pas votre machine. Ce n'est pas votre esclave. Non. Un leader, il peut dénoncer des choses qui retardent le progrès. Mais si vous avez constaté quelque chose qui est anormal, c'est à vous de vous mettre dans les rues pour demander mieux. Demandez mieux là. Si on dénonce là, ça va changer quoi? Ok, bon, ok. Alassane Draman Ouattara est en France. Ok, donc je vais dire, Gilles Messon vient. Non, mais c'est pas normal. Alassane Draman Ouattara, mais qu'est-ce qu'il fait en France? Mais c'est pas normal. Au lieu de construire les hôpitaux, il ne les construit pas. Mais c'est pas normal. Mais lui, là, c'est un mauvais président. Et puis quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Maintenant, moi, il parlé, ça va changer quoi? Ok, je viens de dire ça. Non? Il est mauvais président, il est ça change quoi? Vous voulez que les choses changent? Mettez-vous dans les rues. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Moi, il n'y a pas de problème.
Alassane, regarde, le président camerounais, il reste en Suisse 11 mois et chaque mois de décembre, peut-être qu'en ce mois, en décembre, là, il doit être au Cameroun en ce moment. Chaque mois de décembre, il vient pour la fête la fête de fin d'année, pour faire son discours national. Dès qu'il finit son discours net, là, il prend son avion privé et puis il va en Suisse. Ça dérange qui? Ça ne dérange pas les gens. Le président gabonais, lui-même là, c'est même pas la peine, c'est une momie. Voilà. C'est un croque-mort qui est là, qui ne peut même pas manger de lui-même, qui ne peut pas boire de lui-même, on dit les présidents. Alors que la constitution gabonaise dit clairement que le président doit être, en possession de toutes ses facultés physiques et morales. Ça, c'est ce que la constitution, le code électoral du Gabon dit. Le président de la République doit être en possession de toutes ses facultés et toutes ses capacités physiques et morales. Mais voilà quelqu'un, même pour dire bonjour, il ne peut pas lever le petit, il peut même pas se lever le bras pour dire bonjour. M'ont dit les présidents. Et le pays va bien. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on vit l'extraordinaire en Afrique. Et vous voulez que les gens fassent quoi? Tant que ceux qui vivent l'extraordinaire vont laisser les choses se faire, mais nous, on va regarder. Si tu es trop fâché, que ça ne te plaît pas, que tu en as marre, quitte le pays comme moi. Quitte le pays comme moi. Tu en as marre de tout ça. Quitte le pays et puis tu vas regarder tout ça de loin. Comme ça, on va tous regarder ça de loin. Moi, ce que je peux faire, je peux proposer mieux. Mais je ne peux pas passer tout mon temps à critiquer. Je peux dire, voici, vous avez droit à ça. Vous avez droit à ça. On ne vous a pas donné, votez-moi. Voilà ce que moi, il peut dire. Moi, j'ai ça. Je peux le faire. Voilà ce que moi, je peux vous promettre. En tant que futur candidat, c'est ce que moi, je peux vous promettre. Mais moi, je ne peux pas venir vous dire, Alassane, regardez, Alassane est là en France. Mais vous savez, tout le monde sait. Ça, ce message-là n'est même pas adressé même d'abord aux autres. Aux FPI, aux PDCI, aux leaders et autres. C'est même pas eux. C'est d'abord, ce message concerne d'abord les partisans et les sympathisants du RHDP. C'est eux qui veulent Alassane Draman Ouattara. Donc c'est eux que ça devrait inquiéter d'abord. Parce que c'est leurs parents qui sont en Côte d'Ivoire et c'est eux qui ont mis ce monsieur au pouvoir. Donc les premiers qui devraient être choqués par cela, ce sont les gens du RHDP et personne d'autre. Personne d'autre. C'est les membres du RHDP qui doivent dire, mais attendez, sérieux là. Mais ça ne peut pas continuer. Combien de temps ça doit continuer? On a des hôpitaux ici, on a juste besoin que ce soit équipé. Si on pense que nos hôpitaux ne sont pas suffisamment bien pour accueillir un président tel que lui ou bien un ministre, mais qu'on nous fasse un... Comme le président Talon l'a dit. Il dit que lui, il allait, je crois, il y a un an de cela, il avait dit qu'il allait faire un hôpital au Bénin où lui-même, sa famille, tous les ministres, la population, tout le monde ira se faire soigner. Et personne n'ira désormais en Europe pour... Excusez-moi. En Europe pour se faire soigner. Ça déjà, il a compris. Voici un président qui a compris. Voici un président qui a compris. Il n'a pas eu besoin que les gens partent dans les rues pour qu'ils prennent cette décision. Il n'a pas eu besoin que les gens aillent casser des biens pour qu'ils prennent cette décision. Il n'a pas eu besoin de la pression de l'opposition pour prendre cette décision. Il s'est levé un beau matin et dit non, c'est pas normal, ce qu'on a toujours fait. Et pourtant, ça s'est toujours passé devant lui. Mais un beau matin, il s'est levé et dit non, on ne peut pas continuer dans ça. Il faut que je fasse quelque chose au moins. Pour ça là. Et il s'est levé, il a fait la promesse. J'applaudis déjà la promesse. J'attends qu'elle se traduise en action. Et peut-être un beau jour, j'achèterai mon billet d'avion pour aller lui dire merci pour ce qu'il a fait pour le peuple béninois. Merci. Parce que cet hôpital-là, ce n'est pas seulement le Bénin qui en a besoin. Toute l'Afrique en a besoin. Toute l'Afrique en a besoin. Parce que si tu vas au Bénin, si tu es ivoirien, si tu arrives au Bénin, que tu es malade, si tu n'as pas besoin d'aller en France et qu'on peut te soigner au Bénin là-bas, mais tous les Africains devraient applaudir. Et ça, ce sont des actes à encourager. Donc, ce qu'il va faire, ce n'est pas seulement pour le Bénin. Ce n'est pas seulement pour le Bénin. Même si c'est l'argent des contribuables béninois qui va le faire, toute l'Afrique va devoir quelque chose
aux Béninois si jamais Talon fait cela. Je l'encourage vivement à finir son œuvre, à le faire. Mais maintenant, si en Côte d'Ivoire, vous préférez qu'on vous donne des pains, des sardines, et que vous battez autour des cas pour dire, moi je n'ai pas reçu aussi sardines, moi je n'ai pas reçu aussi pain, et puis vous voyez le président prendre l'avion chaque fois aller en France pour se faire soigner, ben félicitations, bravo. Bravo. En 2025, on en parlera, parce que les élections, les prochaines élections, c'est en 2025. On en parlera. Voilà, moi je vous donne rendez-vous en 2025. Pour l'instant, là, il vient juste d'être élu. Et ce n'est pas la première fois qu'il va en France pour se faire soigner. Déjà, son chose, comment dire, genre, cette année-là même, là, avant, juste avant les élections même, son premier ministre est resté en France pendant des mois, en train de se faire soigner, pour faire greffe. Comme si il n'y avait pas suffisamment de docteurs en Côte d'Ivoire pour faire le greffe. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je ne sais pas. Il y a Amon Kamité qui me dit, Talon, je ne sais pas si toi tu es béninois, je ne sais pas. Mais Amon Kamité, laisse-moi te dire une chose. Je ne demande pas aux Béninois, je ne suis pas en train de demander aux Béninois d'aller voter pour Talon. Je ne suis pas en campagne pour l'élection ou la réélection de Talon. Je suis en train de dire que voici Talon a promis ceci. Et c'est bien pour l'Afrique, c'est bien pour le Bénin. Point, basta. Concernant la démocratie là-bas, ce n'est pas moi qui vis ça là-bas. Les Béninois sont bien placés pour dire s'ils vivent la démocratie ou pas. Moi, je dis, Talon dit va construire un hôpital qui va faire tout. Et on n'aura plus besoin d'aller en Europe pour se faire soigner. Ça, là, j'applaudis ça. Donc, allez-y dire à Draman que quand Talon va finir son hôpital là, lui-même, au lieu d'aller en France, qui est très loin, pourra aller au Bénin là, pour aller se faire soigner. Vous, les gens de RHDP qui êtes sur ma page, allez-y dire à Draman que Talon, en train de faire hôpital, où il aura tout. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Bénin. Mais le Bénin est en train de construire un hôpital où il aura tout. Donc, lui n'est qu'à regarder seulement. Quand Talon va finir là, au lieu d'aller prendre notre argent, verser ça en France là-bas, pour rien, qu'il prenne cet argent, aller verser ça au Bénin, ça va arranger les Béninois. Ça va arranger ses frères. Posez-moi les vraies questions, me parlez de Draman. Il fait quoi Draman? Posez-moi les vraies questions. Parlez-moi de développement. Laissez la personne d'Alassane Draman Ouattara. Laissez la personne d'Alassane Draman Ouattara. Laissez sa vie privée. Et parlez-moi plutôt d'autres choses. Parlez-moi de comment il gouverne. C'est là qu'il y a le débat. Mais parlez de quoi? Il allait faire ça soigner. Est-ce que ça c'est nouveau? C'est du déjà vu. Parlez-moi d'autres choses, s'il vous plaît. Ah. Ah. Bon, ok.
Il y a une question qui me fait rire. Elle répond tout à l'heure. Mais ça fait rire, quoi. Euh, voilà, quelqu'un, Ulrich Wele, qui demande es-tu fier de la Côte d'Ivoire actuelle? Non, pas du tout. J'en ai honte. J'en ai honte parce que nos ancêtres ne se sont pas battus pour que cette Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est. Nous avons reculé d'un siècle en démocratie. Oui, parce que je vais vous dire une chose, peut-être que vous l'ignorez. Il y avait la dictature sous Houphouët-Boigny, mais cette dictature-là, comme je le dis, elle n'a jamais été comme celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent, qui réfléchissent, sont en prison ou tués. Ce n'est pas un pays à vivre. C'est l'enfer, la Côte d'Ivoire. Et quand je dis c'est l'enfer, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi. La Côte d'Ivoire, c'est l'enfer. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous allez au marché en Côte d'Ivoire? Combien il faut aujourd'hui pour aller au marché? Et pourtant, les salaires n'ont pas changé. Hein. Là, je vous dis déjà. Les salaires n'ont pas changé. Les policiers, gendarmes, les instituteurs, les professeurs, les choses, les informaticiens, en fait, le salaire en Côte d'Ivoire n'a pas changé. Sur papier, on nous a fait croire que le SMIC est monté à 60 000 francs. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune servante n'est payée à 60 000 francs en Côte d'Ivoire. Et est-ce que vraiment l'État contrôle les maisons pour savoir si les servantes dans les maisons sont réellement déclarées? Est-ce que l'État se donne les moyens de contrôler réellement ce qui est à contrôler? Beaucoup de personnes sont dans l'informel et l'État voit et personne ne paye les taxes. Et c'est ce qui fait que l'État est obligé d'augmenter les taxes portuaires et aéroportuaires pour faire exister le pays, la République. Et c'est dommage. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent parce que cela fait que les gens sont obligés d'amener leurs marchandises au Ghana, au Togo et ailleurs. Alors que nous avons l'un des plus grands ports dans la sous-région. Nous avons même jusqu'à 2 ports dans la sous-région. Et nous avons, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons la possibilité même de créer un deuxième aéroport. Tout ça peut faire rentrer de l'argent. Mais les gens ne payent pas les taxes. Les gens ne payent pas les taxes. La seule façon que l'État a trouvé de payer les taxes, de prendre des taxes aux agriculteurs, c'est sur le café et le cacao seulement. Parce que c'est ça que l'État paye. C'est l'État qui paye le café et le cacao. Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à la graine? Comment est-ce que l'État paye, prend des taxes sur la graine? Il n'y a rien. Ils n'ont même pas les moyens de prendre sur la banane, sur la tomate, sur le riz. À part le riz importé. Oui, là, ils prennent des taxes. Mais le riz cultivé en Côte d'Ivoire, il y a plein de trucs encore sur lesquels l'État n'a pas les moyens d'encaisser les taxes. Et tout cela, ça fait perdre l'argent à la Côte d'Ivoire. Et finalement, on dit que lorsque on dit en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, on parle seulement du café, du cacao, tout, c'est tout. Hein? Le café et le cacao, rien d'autre. C'est le cacao et le café qui font vivre la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas normal. Alors qu'il y a plein de choses en Côte d'Ivoire. Il y a la banane. À part ceux qui font l'exportation de la banane, c'est eux seulement peut-être qui payent des taxes. Sinon les autres ne payent pas des taxes. Ceux qui ne font pas l'exportation.
Même l'importation même de choses, comment dire-je, de la viande. Souvent même, les gens ne prennent pas de taxes dessus. Donc, c'est ce qui fait que tout devient cher un peu. C'est ce qui fait que tout devient cher un peu. Parce que vous allez voir que le Libanais lui paye taxe lorsque sa marchandise rentre par le port. Donc, vous allez être étonné qu'une télévision, normalement, que vous devez avoir à 60 000 francs, on va vous charger la télévision là-bas à 300 000 francs. Sur tous ces appareils que nous avons ici moins chers là, vous pouvez les avoir moins chers là-bas. Mais les taxes sont trop. Les taxes sont trop. Voilà là où il y a le problème de la Côte d'Ivoire. Les taxes sont trop. Et l'État regarde parce qu'il y a trop d'informels. Dites-moi, quand vous allez à Yopougon, à Treichville, à Port-Boué et même dans les villes, combien de personnes sont déclarées aux impôts? Les vendeuses dans les marchés, là, elles sont déclarées aux impôts. C'est la mairie qui vient les encaisser. Mais est-ce qu'elles sont déclarées aux impôts? Elles sont dans l'informel. Donc faisons très attention. Crois-tu qu'il y a Kamse Khalil qui dit, crois-tu que Gbagbo pourra encore se présenter aux élections présidentielles de 2025? Ça dépend de lui. Nous sommes en Côte d'Ivoire, n'oublie pas. Hein? Et en Côte d'Ivoire, même les momies se présentent. En Côte d'Ivoire, même les croque-morts se présentent. Bédi à 86 ans, il s'est présenté. Gbagbo n'a que 75 ans. Dans 5 ans, il aura 80 ans. Il peut se présenter s'il veut. Bédi a déjà 86 ans, je vous dis bien. Avec 16 ans de plus que Gbagbo Laurent. Et il a été candidat cette année. Gbagbo va ajouter juste 5 ans sur son âge. Et l'année prochaine, s'il veut être candidat, il sera candidat. La question n'est pas là. La question est-ce que Gbagbo pourra gouverner encore ce pays-là? Est-ce que c'est le candidat idéal pour gouverner ce pays en 2025? Ça, c'est la question. La question n'est pas qui sera candidat, qui ne l'est pas. Tout le monde est libre d'être candidat aux élections présidentielles. Si tu es éligible, tant mieux. Gbagbo peut être candidat, sa femme peut être candidate. Tout le monde peut être candidat. S'ils veulent. En tout cas, jusqu'à ce que je sache, la Constitution ne les interdit pas d'être candidats. Voilà. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ce sont les personnes indiquées pour gouverner ce pays-là encore, après ce qu'ils ont fait déjà? Ça, c'est la question. Et moi, je dis non. Je dis non. Gbagbo n'est pas la personne indiquée pour gouverner la Côte d'Ivoire. Bédié non plus. Alassane non plus. Alassane, même son délai était déjà expiré cette année-là. Mais il a forcé. Il a forcé en tuant les Ivoiriens. On me dit, est-ce que le ministère de la Réconciliation, voilà les questions que je veux. Au moins, Dieu merci, il y a des personnes intelligentes qui ne racontent pas des bêtises. Merci à toi, Ulrich Ouele. Êtes-vous sûr que, bon, il voulait dire êtes-vous, mais il a écrit êtes-vous. Êtes-vous sûr que le ministère de la Réconciliation va-t-il parvenir à réconcilier les Ivoiriens? Ah, c'est une très belle question. D'abord, moi, je ne sais pas, on ne nous a pas encore dit quelle est la feuille de route de ce ministère de la Réconciliation. On ne connaît pas encore la feuille de route. On ne sait pas comment ils vont s'y prendre. Mais par expérience, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois. On a vu ici Bani. Bani était en charge d'un truc pareil. Il a échoué. Tout ce que c'est une volonté politique. On n'a pas besoin d'un ministère pour ça. Si on veut récompenser KKB, Kwadjo Konan Bertin, si on veut le récompenser, on peut lui trouver un autre ministère. Ministère des sports, ministère de je ne sais pas quoi. S'il veut même, là, on a qu'à créer un ministère de vente d'Atchéké. Puisque lui, il avait dit que c'est Atchéké, il allait vendre aux gens. On peut créer un ministère de vente d'Atchéké. Et puis voilà. Et il va permettre aux gens de cultiver beaucoup d'Atchéké. Et puis il va faire son commerce d'Atchéké. Vous voyez, c'est ce qu'il voulait faire. Ça a été toujours son but.
Donc, il peut vendre la tchéké. Mais dit ministère de la réconciliation, je n'y crois pas. Parce que qu'est-ce que va faire ce ministère-là? Il va faire quoi au juste? Il faut qu'on nous dise d'abord ce qu'il va faire. Il va aller parler aux gens, non, pardonnez, réconciliez-vous. Ou bien il va créer un forum de réconciliation. Mais pour créer un forum de réconciliation, on n'a pas besoin d'un ministère. On n'a pas besoin d'un ministère. On n'a même pas besoin d'organes. Le président peut se lever lui-même pour dire aujourd'hui, pendant tel nombre de temps, j'organise un forum de réconciliation. On n'a pas besoin de gaspiller de l'argent pour ça dans un ministère. Un ministère, c'est trop balèze. Ça vient avec trop de charges. Ça vient avec trop de charges. On ne peut pas s'amuser à augmenter les dépenses des Ivoiriens alors que les Ivoiriens n'ont déjà rien à manger. Ça, c'est là le problème. Donc moi, je n'y crois pas du tout. Je crois que Alassane, la vieillesse fait qu'il n'est plus trop ingénieux. Il ne sait plus quoi créer, quoi. Non, il peut créer beaucoup d'autres choses. La réconciliation n'a pas besoin d'autre chose. Il fait rentrer Gbagbo, fait rentrer Blé Goudé, il demande aux exilés de rentrer, il garantit leur stabilité, leur sécurité, pardon. Ceux qui ont eu leur maison détruite quand il n'était pas là, on arrange leur maison. L'État a le devoir d'arranger leur maison, comme on a fait pour eux d'ailleurs. On arrange leur maison. L'ancien président Gbagbo Laurent, on lui donne son statut d'ancien président. Donc, en tant qu'ancien président, il a besoin de garde-corps, il a besoin de domestiques, il a besoin de chauffeurs, il a besoin de voitures de service. On lui donne tout ça et on lui reverse son salaire de 10 ans qu'il n'a pas touché. Ça là, tout ça concourt à la réconciliation. C'est ça la réconciliation. Et après, maintenant, on fait appel à un dialogue national. Moi, voilà comment je vois les choses. On fait appel à un dialogue national. À ce dialogue national, tous les acteurs de cette crise, de toutes les crises, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule crise, tous les acteurs de toutes les crises en Côte d'Ivoire seront réunis, chacun va dire sa part de vérité. Et à cela, on associe les victimes. Donc, toutes les victimes en Côte d'Ivoire, que ce soit de gauche ou de droite, toutes les victimes viendront pour désigner, pour montrer du doigt leur bourreau. Et puis, on va les reconnaître en tant que tels. On va les condamner dans un tribunal populaire. On va peut-être, si on veut aller loin, on peut les condamner de façon symbolique, sans les mettre en prison. Et puis, donc, ces victimes qui ont reconduit leur bourreau, les bourreaux à leur tour vont reconnaître leurs crimes. Donc, on va sélectionner les victimes, on va payer les victimes, donc les dédommager. Les bourreaux, on va les sanctionner d'une façon ou d'une autre, un peu pour soulager les victimes. Et puis, on créera la réconciliation. Voilà. Ça va prendre tout au plus 3 mois. Et puis, la réconciliation est créée. Et puis, c'est tout. Et chacun va passer à ses occupations. On va prendre un engagement pour ne plus mettre personne en prison. On va établir des règles où chacun saura quoi dire. Ce qui est condamnable, tout le monde le saura. Parce que jusqu'à présent, c'est Alassane Draman seul qui sait ce qu'on doit condamner, ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit. Lui et le procureur, c'est eux seuls qui ont le secret de ce qui doit être prononcé publiquement en Côte d'Ivoire et ce qui ne doit pas l'être. Voilà. Parce que si tu as dit bonjour à Alassane Draman Ouattara et que par malheur, c'est l'après-midi, le procureur Adou, Richard Ouremi va te mettre en prison. Voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut voir. On n'a pas besoin d'un ministère pour ça. Voilà. Richard Oureni devait arrêter d'abord ces bêtises-là qu'il est en train de faire. Ce procureur devait arrêter ces bêtises-là. Mais c'est pas quand même, c'est pas trop de sa faute. Voilà. De toute façon, si lui ne fait pas ça, on trouvera toujours quelqu'un pour faire la sale besogne. Voilà. Si c'est pas Richard Oureni, on trouvera toujours un singe quelque part pour faire la même chose. Donc voilà. Donc c'est pas de sa faute. C'est Alassane qui devrait arrêter plutôt ces bêtises. Il devait arrêter ces bêtises-là. Il devait arrêter de mettre tout le monde en prison. Il devait arrêter de torturer les gens. Il devait arrêter de manipuler les gens. Il y a quelqu'un qui... Ulrich encore qui me demande, vous avez l'intention de diriger la Côte d'Ivoire ou bien diriger une région de la Côte d'Ivoire? Non, non, non. Je n'ai ni l'intention de diriger la Côte d'Ivoire, ni l'intention de diriger une région de la Côte d'Ivoire. Je vais amener la Côte d'Ivoire au progrès. Peu importe la place que je vais occuper. Je veux seulement être écouté
et faire partie de ceux qui décident de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que ceux qui décident jusqu'à aujourd'hui ont failli à leur mission. Ils ont amené la Côte d'Ivoire tout droit dans le trou. Donc, être président, pour moi, ce n'est pas diriger la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est présider aux affaires de l'État. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment diriger. Pour moi, ce n'est pas le mot qui sied. Pardon. Je ne vais pas diriger la Côte d'Ivoire. Je vais amener la Côte d'Ivoire vers le progrès, vers la modernisation. C'est tout. Diriger, on dirige une entreprise, on ne dirige pas un pays. Même si ça se dit. Même si ça se dit. Je ne dis pas que le français que tu as parlé là, c'est faux. Hein. Je veux donner juste un autre sens à la chose, c'est tout. Voilà quelqu'un qui dit, mais pourquoi Bédié accepte que son fils soit nommé ambassadeur? Son fils a quel âge? Son fils, il est majeur. Son fils est majeur. Il est responsable de ses actes. Bédié peut être PDCI et son fils peut être FPI ou bien RHDP. Son fils est responsable de ses actes. Ce n'est pas parce que tu as un enfant et que tu es FPI que ton enfant doit être forcément FPI. Ce n'est pas parce que tu as une femme qui est RHDP que, comment dire-je, c'est pas parce que toi-même tu es au RHDP que ta femme doit forcément être au RHDP. Non. C'est des majeurs. Ils sont majeurs, ils sont libres de choisir leur camp. La question que tu devrais te poser plutôt, c'est pourquoi lorsqu'on a mis Bédié, on a mis son neveu et sa nièce en prison, pourquoi il a demandé leur libération immédiatement pour aller rencontrer Alassane Draman Ouattara et il n'a pas demandé la libération immédiate d'Afi N'Guessan? Ça, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Sinon, un individu grand, barbu, avec un barbe blanche en plus. Le fils de Bédié est plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi-même. Je ne suis même pas son promotionnel. Donc, le fils de Bédié qui dit que lui, il est désormais RHDP et qu'on l'a nommé ambassadeur. Vous voulez forcément attacher son nom au nom de choses? Non. Mais la seconde question que tu devais te poser, c'est que pendant toutes ces crises-là, on n'a pas vu son fils marcher avec quelqu'un. Il n'a jamais marché ni du côté RHDP, ni du côté PDCI, ni du côté FPI. Depuis qu'on connaît tous les enfants de Bédié, ils n'ont jamais participé à une seule marche en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui occupent les postes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la question qui devait intéresser tous les Ivoiriens. Tous ces gens que vous voyez là, jamais on a marché avec eux dans les rues. À part Babo seul, dont on a vu son fils, dont on a vu le fils marcher dans les rues quelquefois. Quelquefois, pas maintenant là, mais avant. À part lui seul, sur tous les autres là, on ne voit pas leurs enfants. Hein. Quand on entend parler de leurs enfants, c'est qu'ils occupent des hauts postes. Donc leurs papas font le combat en risquant la vie des autres enfants. Et pendant ce temps, eux, leurs enfants occupent les hauts postes. Le fils de Bédié qu'on vient de nommer ambassadeur, dites-moi, il a participé une seule fois à quel mouvement en Côte d'Ivoire? Il a une fois participé à quoi en Côte d'Ivoire? Juste parce qu'il est le fils de Bédié, c'est pour ça qu'on l'a nommé là. Pas parce qu'il aime la Côte d'Ivoire, pas parce qu'il aime les Ivoiriens, il ne s'est jamais battu pour la Côte d'Ivoire ni pour les Ivoiriens. Mais juste à cause du nom de son père, on le nomme ambassadeur. Voyez-vous ça? C'est de ça que je vous parle là. Quand je vous dis que vous faites combat pour les enfants des autres et vous sacrifiez pour des gens alors que vos familles ont besoin de vous là, c'est de ça que je parle. C'est de ça là que je suis en train de parler là. C'est ce que je suis en train de vous dire et puis vous ne comprenez pas là. Que tout ça c'est blablabla. Que tout ça c'est des conneries. Que les gens ne pourront jamais être là pour vous. Depuis vous marchez dans le Côte d'Ivoire, même au moment où le RHDP marchait fort, quand le RDA était dans l'opposition, vous avez déjà vu un seul enfant de Bédié, d'Alassane Draman Ouattara dans les rues marcher. Et pourtant il a une fille, il a un enfant. Sa femme a des enfants aussi. Vous les avez vus déjà marcher?
Mais quand son père, quand leur papa est devenu président, c'est eux qui ont occupé tous les grands postes, tous les gros contrats. Même son fils, Folerou, il gère Cacao de Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère ça. Tout l'argent là, c'est lui qui... Tu ne peux pas avec lui. Il peut payer tout ton village. Tout ton village et les villages voisins d'à côté. Il va tout payer. Le fils de Madame Dominique Ouattara. Et pourtant, une seule marche, on ne l'a jamais vu dedans. Mais votre victoire, vous les gens de RHDP, votre victoire, c'est lui qui gagne. C'est lui qui a gagné ça. Ça ne vous dit rien, moi je m'en fous. Moi ça ne me dérange pas en tout cas. Moi ça ne me dérange pas. Si vous, tant que vous, ça ne vous dérange pas, moi ça ne me dérange pas. Je vous rappelle juste. Je vous dis juste. Que vous luttez les morts par-ci par-là, vous, on vous promet 5 millions. Demandez au fils de Dominique Ouattara combien il pèse. Demandez au fils de Alassane Draman Ouattara lui-même combien il pèse. Lui qui faisait drogue, tout ça, il a enlevé drogue là même, il a commencé maintenant à s'embellir. Un petit voyou. Mais il pesait combien? Il était à New York ici. Il était à New York ici. C'est un voyou. Mais il pesait combien? N'avait rien. N'avait rien. C'était un survivor comme tout le monde ici. Mais aujourd'hui, là, vous le voyez, là, vous ne pouvez pas à lui. Vous ne pouvez même pas avec lui. Et pourtant, c'est vous qui étiez à la RTI. C'est vous qui étiez dans les marches. C'est vous qui vous êtes opposé même en 2000 aux autres du FPI et tout ça. Mais quel est le fruit de votre combat au juste? Vous traversez la mer. Vous avez vu un de ses enfants traverser la mer pour dire ça quelque part. Les enfants de Alassane Draman Ouattara, vous les avez vus traverser mer ou rivière. Vous les avez vus déjà arrêter taxi en Côte d'Ivoire. Et pourtant, Alassane n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est un enfant de pauvre. Voilà la réalité. Et les enfants sont bien placés. Pendant l'investiture, tous les enfants étaient là. Eux, ils étaient tous là. Il n'y a même pas un. Même la fille, même elle est venue avec son mari. Il n'y a même pas un qui manquait. Et vous? C'est ça qui est la vérité. Donc quand on vous parle là, quand vous allez dormir, vous n'aimez pas Gilles Messon. Vous n'aimez pas Gilles Cairo. Mais quand vous allez dormir, c'est ça. C'est à ça là qu'il faut réfléchir. Posez-vous la question de savoir si le fils d'Alassane Draman Ouattara, sa vie est plus importante que votre vie. Si la vie d'Alassane Draman Ouattara est plus importante que votre maman, la vie de votre maman, Dominique Folerou qui est là, si elle, sa vie est plus importante, si sa vie vaut mieux que la vie de votre mère qui vous a mis au monde. Parce que quand vous naissez là, votre maman, vous êtes l'espoir de votre maman. Elle espère qu'un jour, vous allez lui donner au moins banane, baka pour manger. Et vous allez vous sacrifier, vous allez vous mourir pour ça. Pourquoi? Des miettes. Pendant ce temps, l'autre, chaque fois qu'il doit venir à Abidjan, sa jet privé, il vient. Chaque fois que les Folerou et les Ouattara doivent rentrer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le groupement présidentiel, c'est jet privé qui les fait rentrer en Côte d'Ivoire. Prennent pas avion commercial là comme nous. C'est à ça que vous devez chaque fois réfléchir. Parce que nul n'est mouton. Hein? Nul n'est mouton. Aucun enfant n'est plus cher qu'un autre enfant. Aucune mère n'est plus chère qu'une autre mère. Ta maman, même tous ses dents sont quittées même. Même il y a tout au milieu, mais c'est ta maman. Elle est de l'or, du diamant pour toi. Donc, il ne faut pas croire que parce que l'autre est blanche, donc elle là, elle est plus importante que ta maman. Donc toi, enfant de pauvre, tu vas aller sacrifier ta vie, faire pleurer ta maman, pendant que l'autre, elle met ses enfants au chaud. Et puis après, maintenant, quand toi tu vas mourir là, quand on va dire il y a des retombées, ta maman même 5 francs même elle ne gagne pas dedans. C'est elle, son enfant, qui va être au haute destinée, dans les belles voitures, avec les belles go, avec dans les jets privés. Réfléchissez, hein? Tout dépend de vous. Moi, je ne vous oblige pas à réfléchir. Je ne vous oblige pas à prendre une décision. C'est à vous de réfléchir. Mais moi, là, j'ai été manipulé comme vous. Et je ne dis plus jamais. J'étais très jeune. J'ai été manipulé, torturé comme vous. Je n'avais pas compris
C'était l'émotion. Je ne voulais même pas entendre raison. Vous voyez, c'est pourquoi on a mis des lois pour protéger les mineurs. Parce que quand tu es mineur et quand tu es très jeune surtout, on te manipule trop. Et surtout quand tu es désespéré, quand tu n'as rien à perdre. Quand tu n'as rien à perdre, tu es plus facile à manipuler. Tu n'as pas de travail. Tu ne vois pas l'avenir autrement. Tu n'as pas de charge. Pour toi-même, à la maison, tu dors sur une natte. Tu as quoi à perdre? Télévision même, tu n'as pas. Télévision même à la maison, tu n'as pas. Quand tu regardes la télévision, c'est peut-être dans un maquis ou bien ailleurs. Tu as quoi à perdre? Pour toi, la mort vaut mieux que la vie. Donc, tout combat, tu prends, tu mets sur ta tête. Tu ne cherches même pas à savoir où combat là même t'amène. Tu prends, tu mets sur ta tête seulement. On dit, il y a tel truc ici. Tu dis, ouais, mais on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais non, on ne peut pas accepter vous. Tu es prêt à casser. Parce que tu n'as pas futur. Quand quelqu'un a futur là, ah non, il n'est pas prêt à sortir bêtement. Hein? Vous voyez, eux, ils ont futur. Hein? Les enfants ne sortent pas. Parce que l'enfant sait ce qui est dehors là, c'est dangereux. Et il n'a pas envie de perdre ça. Il n'a pas envie de perdre sa vie dehors. Parce que quand lui, il rentre chez lui à la maison, il y a télévision, il y a borne, il voit toutes les belles choses là. Il peut prendre l'avion, il peut aller en France, il peut faire des choses. Tu crois qu'il a envie de perdre ça? Il a une belle petite go jolie là qui vient dans une décapotable. Lui va laisser tout ça et puis va aller mourir bêtement dans les rues. Vous pensez que lui il est fou? C'est nous, on n'a rien compris. C'est nous, on n'a rien compris. Moi, je ne vous en veux pas. Je vous dis seulement que j'ai été manipulé comme vous hier. Beaucoup parmi vous sont nés en 2002. Ils ne connaissent même pas même l'histoire de Gbagbo, ni d'Alassane, ni de Bédié. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas l'histoire du PDCI, du FPI, du RDR, ni du RHDP. Ils ne connaissent rien. En 2002, tu es né. Aujourd'hui, tu as 18 ans. On dit que tu votes. Tu es dans les rues, tu es sur les réseaux sociaux en train de taper, en train d'écrire. Tu ne sais même pas ce que tu écris. Tu ne sais même pas de quoi on parle. C'est parce que nous avons traversé. Donc, petit frère, je te dis, ou mon fils d'ailleurs, je vais te dire, parce que tu as 18 ans, je peux être ton père. Je vais te dire une chose. Ce que tu penses, ce n'est pas forcément ça. Nous, on est passé par là. On n'avait rien à peine. Tu n'as pas boulot. École même là, ce n'est pas certain. Tu as quoi à perdre? On était prêts. Tu vois les balles siffler comme ça. Quelqu'un qui est venu, balle, il voit balle, quelqu'un tirer balle. Mais tu fuis, tu vas à la maison. Nous, on n'a rien à perdre. On voit balle siffler, puis c'est là-bas nous on va. Dieu merci, Dieu a préservé notre vie. Mais aujourd'hui, on comprend. La façon dont j'ai compris aujourd'hui, si tu n'as pas compris, tu t'es pas servi de mon expérience pour comprendre. Un jour, tu comprendras toi-même. Si tu as eu la chance de vivre. Si tu as eu la chance de vivre, sinon tu peux te retrouver dans une tombe sans avoir compris. Mais si tu as eu la chance de vivre, un jour tu comprendras. Puis tu vas dire, ah mais il y avait un vieux père. On l'appelait Gilles. Mais il avait dit ça, mais je ne pouvais même pas croire à ça. Puis tu vas commencer à parler à tes amis. Qu'aujourd'hui, maintenant, je comprends. Mon petit, il y a trop de choses qui sont arrivées dans le pays là. Plein de choses si on se met à raconter, mon petit. Ça fait un film, tu ne peux même pas finir ça. C'est un film que tu ne peux même pas finir même en un mois. Tu as regardé ça tous les jours, matin, midi, soir. Tu ne peux pas finir ça en un mois. C'est trop long. Les gens nous ont manipulés. Les gens nous ont menti. Et on a cru tout. C'est-à-dire, on croyait. On pouvait tuer même pour ça. On a cru à tous leurs mensonges. Mais aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on a compris que tout ça n'était que manipulation. Tout ça n'était que manipulation parce que les gens voulaient, eux, leur poche. Et tu vas voir leurs enfants, pour quelques rares parmi eux qui ont les enfants qui vous sortent de temps en temps pour aller à des marches là, ils ne vont jamais aux marches violentes là. Quand ils savent que le policier va venir faire répression là, ils ne vont jamais. Parce qu'eux, ils sont au courant de tout, leurs parents sont au courant de tout. Donc ils disent à leurs enfants, ah non, cette marche là sera très dangereuse, n'y va pas. Mais les marches, genre, les petites protestations, genre, voilà, où il n'y a pas de violence, il n'y a rien. C'est à ces marches-là qu'ils participent. Pour faire croire qu'ils sont en lutte avec vous. Mais les vraies marches violentes, là où moi-même j'ai vu, là, nous, on était dans les rues en 2000, on n'a pas vu le fils de Gbagbo. On était dans les rues en 2000, on n'a pas vu le fils de Gbagbo. On n'a pas vu ses enfants, on n'a pas vu sa fille. Et pourtant, il y avait des filles, des femmes bêtées, qui sont venues de Yopougon, qui ont attaché leur paille. Ça arrivait au-dessus des genoux. Et ces femmes-là, j'ai vu de mes propres deux yeux, Boka Yapi les écraser dans sa voiture. Il les a écrasés juste à l'entrée des choses. Quand tu veux descendre, quand tu quittes au plateau là, et puis tu veux descendre pour prendre Karena là, c'est là, il les a écrasés. Juste, il y a un conteneur là.
Les a broyés là. Et puis il est sorti maintenant, il a commencé à tirer par rafale sur tout le monde. J'ai vu de mes propres deux yeux, je n'ai pas dit on m'a raconté. Et on a continué quand même. Malgré ça, on a continué. Jusqu'à dans le plateau là. Dans le plateau là, on a vu sang partout, slip partout. On ne sait pas pourquoi slip là, ça a quoi avoir avec tout ça. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. J'ai vu le sang, j'ai vu des pagnes, j'ai vu aussi slip. Je ne sais pas si je ne comprends pas, slip l'a quitté où. Mais on a vu tout ça. Malgré ça là, c'était comme un jeu pour nous quoi. On était au plateau quand même. On était au plateau quand même. Et si Dieu nous a sauvés de là, là, c'est pourquoi quand je vois des gens aujourd'hui là qui se jouent les cyberactivistes qui commencent à tirer sur nous, ça me fait rire. Mais c'est normal. Parce que l'ignorant, il croit toujours bien faire, il croit qu'il a raison. L'ignorant a toujours cru qu'il a raison. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent et ils croient qu'ils ont raison. Beaucoup de personnes qui n'ont même pas participé à l'avènement de Gbagbo au pouvoir, c'est eux qui sont là aujourd'hui et puis qui critiquent les gens là. Hein. C'est très beau de critiquer les autres quand on n'a pas fait d'efforts, quand on n'a pas pris les mêmes risques que les autres. Très bon. Moi, il est rien et puis moi, je souris. Moi, je les regarde et puis je souris. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre ce que moi, je traverse. Eux ne peuvent pas comprendre combien de fois j'ai mal. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être trahi quelqu'un? Quelqu'un qui a donné sa vie. Il a donné sa vie. Quand on dit quelqu'un a donné sa vie, ce n'est pas comme il a pris sa vie et puis il allait vendre au marché. C'est que tu as vu la mort en direct, fa. Et puis la mort t'a loupé. C'est ça, donner sa vie là. Quand tu vois la mort pas là, ça veut dire que tu as arrêté avec quelqu'un. Il y a une minute, vous étiez en train de causer, vous étiez en train de parler de plans. Bon, toi tu vas aller ici, moi je vais aller ici. On va faire ça. Il y a une minute, moins d'une minute de cela, quelques secondes, vous étiez en train de parler. Et puis, pas une balle le prend. Et puis, tombe derrière là-bas comme ça. Et puis, tu te retournes. Puis, tu sens les sifflements. Dès que tu tournes net derrière, à côté du cinéma, il y a un vendeur de choses là. Il y avait un vendeur de journaux. Dès que je tourne derrière le kiosque de journaux, je vois une balle qui prend la place net là où j'étais. Et nous, on a fait tout ça là. Mais on a eu quoi? On a eu quoi? Les enfants sont là, ils bénéficient de tout. Dès que Gbagbo a pris pouvoir net, il est venu construire une maison pour son enfant ici. Ce n'est pas la maison de mon père, il a construit. Ce n'est pas pour ma mère, il a construit. Et pourtant, son fils n'était pas au plateau avec moi. Et pourtant, sa fille n'était pas au plateau avec moi. Mais dès qu'il a pris le pouvoir net, la première personne à qui il a pensé, ce n'est pas à nous, c'est à ses filles. Il a pensé d'abord à ses 3 filles. D'abord, payer maison pour elle aux États-Unis ici. Et pendant ce temps-là, nous-mêmes, la cabane même, on n'a pas. Même bourse même là, on ne nous a pas donné. Bourse d'études même, on ne nous a pas donné. Ah, il y a Nyonseka. Nyonseka, je vais dire ton message à haute voix pour que les gens comprennent. Il y a Nyonseka Anangama, Nyonseka qui dit « J'ai marché avec mon petit, qui lui est resté dans la lagune dans sa fuite. » Voilà. C'est un témoignage aussi. Voilà quelqu'un avec qui tu étais il n'y a pas longtemps de cela. Et vous êtes parti au plateau et lui, dans sa fuite, il est resté dans la lagune. Et vous pensez que ce n'est pas des images qui marquent à vie? C'était chez les Blancs. On allait passer tout notre temps à l'hôpital. Les gens allaient voir si on n'est pas traumatisé. Mais comme c'est en Afrique, ce n'est rien. La mort, c'est un jeu. La vue du sang, c'est un jeu. Quelqu'un me dit, arrête de décourager les jeunes. Attends. Arrête de décourager les jeunes inconscients du pays
car nous, les futurs cadres, on aura besoin d'eux pour manipuler et venir au pouvoir. Attends, Kamse Khalil, comment tu peux dire les choses quoi? Dis donc, mais tu me choques, dis donc. Comment tu peux dire ça? Faut que les jeunes soient conscients. Est-ce que dans les pays comme les États-Unis, les gens sont conscients, mais quand même, il y a des leaders? Un leader n'a pas besoin de manipuler des gens pour venir, pour atteindre son objectif. C'est que ce leader n'a rien à proposer. Il faut qu'on arrête de manipuler la jeunesse. Si la jeunesse sort, il faut que ce soit pour une bonne raison. On ne peut pas manipuler la jeunesse. Quand la jeunesse n'a rien à gagner, si c'est que la jeunesse va sortir et qu'après la jeunesse n'aura rien au bout du compte, ce n'est pas la peine de les faire sortir. La jeunesse peut sortir, par exemple, pour la construction de logements sociaux. Quand ils vont sortir là, quand on va construire les logements sociaux pour eux là, il faut qu'ils aient leur part. Il faut qu'on les prenne en compte. Les jeunes peuvent sortir pour des bourses. Oui, parce qu'à la fin, on va leur donner des bourses. Et beaucoup parmi eux vont en bénéficier. Voilà des bonnes raisons de sortir. Mais pas dire qu'il faut qu'on les manipule. Non, jamais. Tu me choques, mon frère. Marie Koulibaly, donc Giovanni, puisque aujourd'hui tu n'es plus avec aucun parti politique, je voudrais savoir quel est le combat que tu mènes maintenant. D'abord, laisse-moi te dire une chose. Je n'ai jamais été avec un parti politique. Maintenant, si tu as la preuve que j'ai participé à une réunion de partis politiques ou bien j'ai une carte de parti politique d'un parti politique, il faut faire sortir. Voilà. Sinon, jusqu'à présent, je ne me reconnais pas dans un parti politique. 2. Si tu veux connaître, va sur ma vidéo de ce matin. Voilà, c'est la vidéo numéro 7. Ou va sur la vidéo numéro 6. Tu sauras de quoi j'ai parlé. Ta réponse est là-bas. Merci. C'est pourquoi j'ai expressément numéroté les vidéos là. Pour ne pas qu'on se perde. Toutes les vidéos ont été numérotées. Voilà quelqu'un qui me dit, il s'appelle Mucho Silla, Mucho. Mucho, il dit pour ta gouverne, Sébastien Dano Djedje était le ministre de la Réconciliation nationale et des relations avec les institutions sous Gbagbo. 20 mars 2003. Il continue, je vais lire le reste. 20 mars 2003, issu des pourparlers de Linas Makoussi et de la table ronde d'Accra. Ok, je vais vous dire une chose. Gbagbo, dans son allocution récente, il a dit que lui-même, le gouvernement de réconciliation, il n'y croyait pas. Toi, tu es en train de parler du ministère de la réconciliation avec Dano Djedje. Mais Gbagbo même a dit que le gouvernement de réconciliation, il n'y croyait pas, mais il a essayé quand même et ça a échoué. Je vais te dire, après les accords de Linas Makoussi, ils ont créé, un ministère de la réconciliation. Ça a accouché de quoi? D'une souris. On a même fait un forum de réconciliation. Ça a accouché de quoi? D'une souris. Moi, je vous dis ce que je t'ai dit là. Tant qu'on ne fait pas ça là, il n'y aura pas cette réconciliation, t'as entendu là. Ce que j'ai dit là. Ce que j'ai dit dans cette même vidéo là. Je ne peux pas répéter ça, mais ce que j'ai déjà dit là. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de réconciliation. Voilà. Vous voulez une vraie réconciliation, une réconciliation durable, faites ce que j'ai dit là. Et vous allez voir le résultat. On n'a pas besoin de ministère de réconciliation. Gbagbo l'a déjà fait, ça n'a pas donné. Chose l'a essayé, Alassane l'a essayé avec d'autres trucs. Vous voyez, les gens vous proposent des choses. C'est pas pour vous, il faut ça. Hein? C'est pour l'international. Créer ministère de réconciliation, ministère de ceci, organisation de réconciliation, tout ça. C'est pas pour vous, hein? Non, 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 non. Ne vous blaguez pas. Ne pensez pas que c'est pour vous qu'ils font ça. Jamais. C'est pour que les gens pensent que eux, ils travaillent dans le sens de la réconciliation. C'est pour que l'Europe, l'Occident, croient qu'ils sont en train de faire des efforts de réconciliation. C'est pour eux qu'ils font ça. Parce qu'ils savent très bien. Non, ils ne sont pas dupes.
Ils sont des Ivoiriens, ils connaissent la Côte d'Ivoire, comme moi. Ils savent très bien que ça n'apportera jamais la réconciliation. Mais ils le font pour que les gens disent, ah, mais le monsieur, il a nommé, il a créé un ministère de la réconciliation. Donc, ça veut dire qu'il travaille dans ce domaine. Mais il ne peut pas faire tout par la force, il ne peut pas changer tout à coup de bâton magique. La réconciliation, ça prend du temps. C'est pour vous mettre dans les mêmes films là. C'est pour vous mettre dans les mêmes films. Ça ne changera rien. Et comme ça, l'Occident va leur donner toujours l'argent, leur donner les prêts bancaires, les trucs, tout, va rétablir la confiance. C'est pour eux qui font ça. C'est pas pour vous. Parce que vous et moi, nous savons très bien, vous et moi et eux, nous savons très bien que ça n'apportera jamais la réconciliation. Jamais. Jamais. Nous ne sommes pas à notre premier essai. Voilà. Oh là là, voilà quelqu'un qui me dit, es-tu d'accord que la CNT, c'est Ulrich? C'est parce que Ulrich, tu as vraiment de bonnes idées que je vais répondre à cette question. Parce que quand quelqu'un vraiment est bien, il faut l'encourager à continuer d'être bien. Donc je vais répondre à cette question. Est-ce que tu es d'accord que la CNT a conduit... Parce que toutes les questions que tu as posées désormais, je vais répondre à cela parce que tu as des questions intéressantes. Donc je vais répondre à cela. Est-ce que tu es d'accord que la CNT a conduit les jeunes Ivoiriens à l'erreur puisque elle a échoué à sa mission? D'abord, la CNT n'a pas conduit des jeunes à l'erreur. Ça fait un. Parce que la CNT n'était pas créée qu'elle a demandé aux jeunes de faire la désobéissance civile. Donc, ce n'est pas la CNT. Il faut dire plutôt les opposants ivoiriens ont demandé aux jeunes de sortir pour créer ce qu'on appelait la désobéissance civile, alors qu'ils savent très bien que la désobéissance civile n'allait pas les amener quelque part. Du temps puisque eux-mêmes, ils ont été candidats, leur candidature a été acceptée, deux parmi eux par exemple, tels que Bédier et Afin Guessan, leur candidature a été acceptée. Demandez-leur, posez-leur la question, pourquoi ils n'ont pas retiré leur candidature? C'est très simple, de retirer leur candidature. Qu'est-ce qu'il fallait? La magie pour retirer leur candidature? S'ils sont sûrs qu'ils ne voulaient pas participer aux élections, pourquoi ne pas retirer leur candidature? En plus, ils savaient très bien que ce n'était pas la bonne posture à adopter lorsqu'il s'agit d'élections. Il fallait partir aux élections avec Alassane Draman Ouattara et que Alassane Draman Ouattara fraude les élections. En ce moment, vous êtes en voie de dire que les élections ont été fraudées et que vous faites sortir vos, comment on appelle ça, vos militants et sympathisants. Là, ça valait la peine. Au fait, c'est pourquoi je vous dis que l'opposition a manqué de stratégie politique parce qu'ils n'ont pas de maturité politique. Parce qu'ils ont tout le temps que les opposants ivoiriens ont fait la politique, ils ont joué sur les sentiments des gens. Ils ont opposé toujours les clans. Ils ont tribalisé toujours les débats. Ils ont parlé de trucs qui n'ont rien à voir. Ils se sont attaqués à la personne des individus. Ils se sont attaqués aux individus et non à leur politique. Voilà ce qu'ils ont toujours fait. Et c'est pourquoi ils vont toujours échouer parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Pourtant, ils auraient pu faire les choses différemment. Par exemple, à partir du moment où votre candidature est acceptée, deux grands leaders, Bédier et le FPI, c'est-à-dire que le PDCI et le FPI, c'est les deux grands partis au pays, peu importe qui est candidat, mais vos partis peuvent aller voter. Vous trois, plus Alassane Draman Ouattara et Kakabe, vous quatre, vous allez aux élections. Et le premier tour, forcément, un tombera. Soit c'est Bédier qui tombe, soit c'est Afin Guessan qui tombe. L'autre, maintenant, tout le monde se concentre derrière l'autre. Et puis après, maintenant, quand Alassane va essayer de voler les élections. Donc, c'est à partir de ce moment, maintenant, qu'on va dire à Alassane Draman Ouattara, non, on ne peut pas accepter ça. Et toute l'opposition, maintenant, sort pour dire, on a gagné les élections. Et c'est là, maintenant, qu'il y a lutte. Ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas vu la chose venir. Moi, je crois qu'ils ont essayé de manipuler la population pour rien. Ils savaient exactement dans quoi ils sont. Ils savaient exactement dans quoi ils sont. Peut-être la seule personne que je ne connais pas très bien, mais que je pense qui a été victime dans ça, c'est Afin Guessan. Sinon, Bédier savait exactement dans quoi il est. C'est le pauvre Afin Guessan qui a payé par sa naïveté. De par sa naïveté. Ah voilà, y a Jean-Claude Yao qui dit aller aux élections était aussi de légitimer la Troisième République.
Mais déjà même, aller... Donc, est-ce que... Il n'y a pas eu... Je crois que ce n'est pas la Troisième République qui avait un problème. Le problème, ce n'était pas la Troisième République. Je crois que le problème était la troisième candidature d'Alassane Draman Ouattara à la Troisième République. C'est ça qui était le problème, ou bien c'est la Troisième République elle-même qui avait un problème. Je ne crois pas que le problème était la Troisième République, puisque la Troisième République a été adoptée au cours d'un forum, d'un référendum, pardon. Excusez-moi, d'un référendum. C'est après un référendum que la Troisième République a été adoptée. Donc la Troisième République, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2016. Donc la Troisième République n'a jamais été un problème. Ce qui posait problème, c'est la troisième candidature, le troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara qui posait problème. Donc, aller aux élections dans la Troisième République, ce n'est pas de valider ou d'invalider la candidature d'Alassane Draman Ouattara, puisque l'opposition n'a pas pouvoir à valider ou d'invalider la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Seul le Conseil constitutionnel peut le faire. Seule la Cour constitutionnelle peut le faire. La Cour constitutionnelle seule a pouvoir de dire qu'on valide la candidature d'Alassane Draman Ouattara ou on l'invalide. Donc, si la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle a accepté la candidature d'Alassane Draman Ouattara, vous êtes obligé d'aller quand même. Vous êtes quand même obligé d'aller. Vous comprenez que de toute façon, eux, ils savaient très bien que ça ne pouvait pas se passer autrement, puisque c'est eux-mêmes qui ont créé ce système-là. Ce sont les bédiers là, c'est le FPI, le PDCI, tous ceux-là ont gouverné. Ils n'ont pas changé le système. Parce que ça les arrangeait. Quand ce même bédier, il en a profité en 1995. Il en a profité en 1995. Gbagbo Laurent en a profité en 2000. Ils ont tous profité de cela, le FPI en a profité. Donc c'est pas aujourd'hui, ils vont dire que non, le fait que le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel, donc c'est un péché, alors que c'est eux, depuis sous eux, ça continuait. Donc, ils savaient très bien que si moi tu me nommes, je suis redevable. Alassane Draman Ouattara a nommé le président du Conseil constitutionnel ou bien de la Cour constitutionnelle. Ce président-là, il est redevable à Alassane Draman Ouattara. Il ne peut pas rejeter la candidature d'Alassane Draman Ouattara. Il faut vraiment qu'il soit vraiment courageux et très honnête pour le faire. Mais est-ce que l'honnêteté et le courage existent vraiment en Côte d'Ivoire? Non. Alors donc eux-mêmes savaient dans quoi ils sont. Donc ils avaient juste deux cartes à jouer. La première carte, la meilleure carte était d'aller aux élections avec Alassane Draman Ouattara, sachant très bien qu'il y avait viol de la Constitution, mais ils n'avaient pas le choix, ils partaient aux élections comme ça. Et puis ils faisaient ce que je vous ai dit tout à l'heure là, ou alors ils retiraient carrément leur candidature, et puis ils disent que non, nous on ne participe pas carrément aux élections. Et là, dans ce cas, ils allaient être obligés d'assumer et de se taire. Mais moi, j'ai lancé un appel. J'ai lancé un appel pas à la désobéissance civile, mais au soulèvement populaire, à la révolution. J'ai demandé aux gens du parti, au plateau. Les Ivoiriens ne m'ont pas suivi. Allez-y au plateau et enlevez Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Les Ivoiriens ne m'ont pas suivi. Alors que la différence était là. La différence entre la révolution et la désobéissance civile était bien claire. Elle était là. Ce que moi je proposais, c'est quelque chose qu'on a déjà essayé en Côte d'Ivoire et qui a déjà réussi. En Côte d'Ivoire, il y a eu un soulèvement populaire, on a déjà enlevé Gueye avec ça, cette stratégie-là. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on n'a jamais enlevé quelqu'un avec la désobéissance civile. Alassane Draman Ouattara, lui-même, il a essayé ça. En étant à l'hôtel du Golfe, il a essayé ça, ça a échoué ici. Personne n'a encore réussi ça. Et donc, Bédier savait très bien que ça allait échouer. Mais les gens se sont fait manipuler parce qu'ils ont cru que le petit bout d'homme là, Soro Guillaume, qu'il allait faire un coup d'état. Ils étaient trop confiants. Ils ont cru en Soro Guillaume. Et c'est ça, c'est pourquoi ils ont échoué. S'ils étaient sûrs que Soro Guillaume n'allait pas faire de coup d'état, s'ils étaient sûrs que Soro Guillaume n'allait même pas les aider, ils allaient faire une politique raisonnable dans l'intérêt de la nation ivoirienne. Mais ils ont cru à Soro Guillaume. Où est le petit bout d'homme là? Il est où aujourd'hui? Il se cherche certainement quelque part là-bas. Certainement en train de faire des tita avec sa secrétaire. Oh oui, non. Il y a Jean-Charles Yao qui dit, donc votre
Donc, selon votre logique, Gbagbo demeure président par défaut, vu qu'il a été proclamé président, vous savez, vu qu'il a été proclamé président par le Conseil, je voulais dire le Conseil, par le CCI, le Conseil constitutionnel en 2011, où nous étions sous une circonstance d'exception. En Côte d'Ivoire, Gbagbo était président jusqu'à ce qu'un coup d'État soit imposé à Gbagbo Laurent. Dès que le Conseil constitutionnel a dit, mais en Côte d'Ivoire, il y avait un cas quand même exceptionnel, il faut tenir compte. Gbagbo Laurent lui-même, il avait mis un certificateur. Jusqu'à présent, on ne nous amène pas la feuille de route du certificateur. On ne connaît pas la feuille de route de l'ONUCI qui était supposé être certificateur. Est-ce que, lorsque l'ONUCI dit que le Conseil constitutionnel a mal travaillé, est-ce que ça invalide le travail du Conseil constitutionnel? On ne sait pas. Parce que cette petite partie-là, personne ne regarde ça. On parle un peu trop avec émotion, mais personne ne parle de ça. Parce qu'on nous dit, la première déclaration doit venir de la CEI. La deuxième déclaration doit venir du Conseil constitutionnel. Et la troisième déclaration doit venir de choses comme du certificateur, qui était l'ONUCI. La CEI dit, la CEI ne s'est même pas prononcée que ça a été déchiré même par Damana Picasso. Mais d'après ce qu'on sait, c'est que la CEI a déclaré Alassane Draman Ouattara vainqueur. Le Conseil constitutionnel a déclaré Gbagbo Laurent vainqueur. Et le Conseil constitutionnel est au-dessus de la CEI. Donc on retient ce que le Conseil constitutionnel a dit. Dès que le Conseil constitutionnel a dit ça, l'ONUCI, le certificateur vient dire que c'est faux, que c'est Alassane qui a gagné. Quel était vraiment le rôle du certificateur? Son rôle, c'était de confirmer et infirmer. Oui ou non? Si son rôle était de confirmer ou infirmer, il a infirmé le résultat du Conseil constitutionnel et confirmé le résultat de la CEI. Gbagbo s'est piégé lui-même. Gbagbo s'est piégé là lui-même. Si seulement le rôle du certificateur était juste de donner juste son avis, qui n'a pas d'effet sur le Conseil constitutionnel, d'accord, dans ce cas, c'est qu'on prend ce que le Conseil constitutionnel a dit. Dans ce cas, on dira que Gbagbo a été victime d'un coup d'État. Mais si le rôle du conseil, du certificateur était de confirmer ou d'infirmer les résultats et de certifier, parce que quand on dit que quelqu'un certifie, ça veut dire que quoi? Quand il met sa signature, ça veut dire oui, je suis d'accord avec ça. Quand il dit que non, je ne suis pas d'accord, le certificateur des examens, vous savez, vous avez tous fait les examens. Quand on dit que quelqu'un certifie les examens, il met sa signature dessus pour dire j'ai lu les corrections, tout a été bien corrigé, il certifie. Quand il certifie, ça veut dire que ça a été bien fait. Quand il n'a pas certifié, il n'a pas mis sa signature, ça veut dire que ça a été mal fait, on ne peut pas prendre ça en compte. Donc, il y a eu deux résultats. Ils devaient confirmer ou infirmer. Ils ont fait ça. Gbagbo dit qu'il ne veut pas. Ils sont allés prendre l'armée, ils l'ont enlevé. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est la même chose. Dans le cas 2020, là, il n'y avait pas de certificateur. S'il y avait un certificateur, nous tous, on allait regarder du côté du certificateur. Après ce que le Conseil constitutionnel a fait, après ce que la CEI a fait, tous les regards allaient tourner maintenant vers le certificateur. On allait entendre ce que le certificateur allait dire. Dans le cas échéant, il n'y avait pas de certificateur. Donc ça change le game. Ça change le jeu. Il y a quelqu'un qui me dit, toi, comment il s'appelle? Seni Mendy, il dit, toi, tu dis aux gens d'aller enlever Alassane, tu prends exemple de Gueye, il est où maintenant? Tu penses que l'armée va rester à ne rien faire pendant que les gens essaient d'enlever Alassane? Tu as juste amené quoi?
Tu as juste amené des gens vers la mort. Il faut t'assumer. Je vais te dire quelque chose. Ça fait trop rire quoi. Eh Dieu. Ah, l'ignorance. C'est vraiment quand même quelque chose. Hein. Les gens ont besoin vraiment d'être instruits en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas grave, je vais répondre. Je vais te dire quelque chose. Gueye n'est pas mort en 2000. Gueye est mort en 2002. Tu me demandes où est Gueye maintenant. Gueye est mort. Mais Gueye n'est pas mort en 2000. Il est mort pendant un coup d'état que Alassane Draman Ouattara et Soro Guillaume ont fait. C'est pendant ce coup d'état-là que Gueye est mort. Gueye n'est pas mort en 2000. Nous, on a enlevé Gueye en 2000. Mais Gueye n'est pas mort en 2000. Quand on a enlevé Gueye, là, quand on a obligé Gueye à quitter le pouvoir, il allait s'asseoir à Kabakouma, chez lui, dans son village. On n'a pas tué Gueye. C'est votre coup d'état là qui a tué Gueye en 2002, en septembre 2002. C'est là que Gueye est mort. Ça fait un. En plus, je vais te dire une chose. Si tu penses que c'est ce que j'ai dit qui a fait que les Ivoiriens sont morts en Côte d'Ivoire, tu te trompes. Je vais te dire pourquoi. J'ai demandé aux Ivoiriens d'aller au plateau. Dis-moi, il y a eu combien de morts devant la présidence au plateau pendant ces litiges-là? Pendant ces trucs, ces mouvements de troisième mandat là, au plateau là, devant la présidence de Côte d'Ivoire, il y a eu combien de morts? 0 mort. Il n'y avait personne à la présidence. Tu comprends bien, non? Quand tu dis que l'armée, tu crois que l'armée allait laisser faire? Mais il fallait que les Ivoiriens partent et puis l'armée allait tirer sur eux. Est-ce que nous, quand on est sortis là, l'armée n'a pas tiré sur nous? Je vous ai parlé de Bouka Yapi, non? C'est ça la lutte. C'est ça aussi la lutte. Si on a peur de mourir, il ne faut pas essayer. Mais on ne fait pas une lutte en sachant que ça ne va pas aboutir. Si les gens partaient au plateau là, ils allaient occuper forcément, ils allaient partir tellement en nombre. Les militaires allaient être fatigués et ils allaient occuper le plateau, ils allaient occuper la présidence. C'est ce qu'on a fait. On est parti en nombre, les militaires ont tué plein. Mais on a réussi à prendre la présidence là. C'est ça une lutte. Par contre, ce qu'eux ils ont fait là, ce n'était pas une lutte. Parce que elle n'a pas d'issue. Demander aux gens de faire pays mort là, de faire des choses comme des gens. Désobéissance civile là, c'était pour aboutir à quoi? Désobéissance civile là, vous ne savez pas quand elle finit. Alors que quand je demande aux gens d'aller à la présidence là, et ils savent quand ça finit. Dès que vous réussissez à ouvrir les portes de la présidence nette là, et que vous occupez la présidence là, c'est fini. Le débat est fini. Tout s'arrête. Le débat est fini. C'est-à-dire que le président n'est plus là. Alors que désobéissance civile là, vous allez rester longtemps dans les rues. Même 2 ans, 3 ans. On ne sait pas quand ça finit. Et vous allez toujours compter les morts. Alors que ce que moi je propose là, ça se passe en 48 heures, maximum 72 heures, voire une semaine. Et puis c'est fini, on ne parle plus. Tout le monde, là-bas. Donc moi je n'ai tué personne. Je n'ai aucun sang sur ma conscience. Parce que les gens n'ont pas respecté mes dits. Parce qu'il n'y a pas eu de mort devant la présidence. Il n'y a eu personne qui soit mort en partant à la présidence. Tu comprends ça? Mais ça te fera plaisir qu'on dise que, ouais, que Don Giovanni a forcément sur la conscience. Malheureusement, je ne vais pas te faire ce plaisir-là. Parce que je sais comment ça se passe. Tu comprends bien, non? Parce que j'ai d'autres certificats ici, hein, d'enquêteurs. Dans les enquêtes, je sais comment ça se passe. Tu comprends bien, non? Je sais à quel moment je suis responsable et à quel moment je ne suis pas responsable. Quelqu'un ne peut pas mourir dans son quartier là-bas, puis tu vas dire que Don Giovanni est responsable, quand Don Giovanni a demandé aux gens d'aller à la présidence. Si quelqu'un mourait ce jour-là à la présidence, on a dit que Don Giovanni est responsable. Mais quelqu'un ne peut pas mourir dans son village et puis tu as dit Don Giovanni est responsable. Alors que Don Giovanni a demandé aux gens d'aller au plateau. Tu comprends bien, non? Donc arrête tes plaisanteries là. Il y a quelqu'un qui me dit, mais Joe, toi-même tu peux rentrer ou bien tu as l'argent pour rentrer, ok. Bon, il voulait dire ou bien tu n'as pas l'argent pour rentrer, c'est ce qu'il voulait dire. Certainement que c'est un lapsus, il a oublié. Ou bien il a sauté le mot. Mais je vais te dire une chose, mon frère. Vivre en Côte d'Ivoire, là, c'est une obligation. Non, moi je veux savoir.
c'est quelle partie de la constitution ivoirienne qui dit que toute personne née en Côte d'Ivoire devrait forcément vivre en Côte d'Ivoire? Tu fais comme si moi j'ai besoin de ta permission pour vivre en Côte d'Ivoire. Quand il vivait en Côte d'Ivoire, tu savais même que je vivais. Tu connais même tous les gens de ton quartier, tu les connais. Tu donnes nourriture à combien de gens de ton quartier? Attends, tu fais comme si vivre en Côte d'Ivoire, si c'est forcé. C'est obligé de vivre en Côte d'Ivoire. On peut ne pas vivre en Côte d'Ivoire et puis parler de la Côte d'Ivoire. Il y a un président français qui ne vivait pas en France, qui était en exil. Mais de là-bas, il a fait le combat et puis il a occupé la France. Puis il est devenu président français. Donc, tu crois que j'ai besoin forcément de vivre en Côte d'Ivoire pour parler de Côte d'Ivoire? Ou bien ça te dérange que je sois? Au fait, c'est ça, avec que vous avez le crime dans le sang. Le fait que je sois loin et protégé, ça te fait mal. Tu aurais voulu rester là pour prendre tes amis et puis venir m'agresser, quoi. À coups de fusil. C'est dommage. C'est dommage, mais je vais te dire une chose. Le jour où moi je viens en Côte d'Ivoire, ça ne sera même pas pour toi. Et je ne t'ai pas attendu pour aller en Côte d'Ivoire. L'année passée, j'étais en Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi? Tu es venu m'accueillir ou bien tu as fait quoi? Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? L'année passée, j'étais en Côte d'Ivoire. Et je n'ai pas fait 2 semaines, je n'ai pas fait 1 mois, j'ai fait 2 mois et demi en Côte d'Ivoire. L'année passée, j'ai fait 2 mois et demi. Est-ce que tu comprends? 2 mois et demi, ça fait 85 jours que j'ai fait en Côte d'Ivoire. 85 jours, non, c'est ça? Non, non, 115 jours. J'ai fait 115 jours en Côte d'Ivoire. Puis j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Plus de 115 jours un peu. Donc, tu fais comme si c'est toi qui me montres ma Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Et puis vous parlez comme si depuis, c'est-à-dire que je vis hors de la Côte d'Ivoire, ça fait des années, je n'ai même pas mis pied en Côte d'Ivoire. L'année passée, Alassane Draman Ouattara était président. Et j'étais là-bas. Et pendant les 2 mois et demi là, je n'ai pas tapé une semaine sans faire vidéo. J'ai fait vidéo tous les jours jusqu'à ce que je quitte là-bas. Donc tous les Africains savaient que j'étais en Côte d'Ivoire. Y compris Alassane Draman Ouattara, y compris Alassane Draman, Ahmed Bakako, tout le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, et tout le monde savait que j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait vidéo là-bas pendant 2 mois et demi et puis je suis sorti de la Côte d'Ivoire. Non mais je ne sais pas quoi. Non mais viens en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. Mais toi-même là, tu viens qu'en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là-haut. C'est à vous on demande autorisation ou bien c'est à vous on demande visa. Mais attends, quand moi je partais en Côte d'Ivoire, mon visa est encore dans mon passeport. Hein. C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire qui m'a donné visa. Donc ils savaient que j'arrivais. Parce qu'avant que moi je n'arrive à l'aéroport d'Abidjan, j'avais un visa. Je ne suis pas passé à un passeport ivoirien pour dire que je suis passé sans qu'on sache que c'est moi. J'ai demandé l'autorisation pour rentrer dans la Côte d'Ivoire. Et on m'a accordé cette autorisation qui s'appelle visa. Vous comprenez? Et ce visa a été mis à l'aéroport, dans mon passeport. À l'aéroport, les autorités aéroportières ont collé le visa dans mon passeport. Et puis je suis rentré dans le pays. Donc, et la Côte d'Ivoire, et les États-Unis, tout le monde savait, et tous mes followers, et tous ceux même qui ne sont pas mes followers, tout le monde savait que j'étais dans Côte d'Ivoire pendant 2 mois et demi. Mais vous faites comme si je me cachais, comme si... Non, je pars en Côte d'Ivoire quand moi je veux. Personne au monde ne peut m'interdire de rentrer en Côte d'Ivoire. Personne. En tout cas, la personne qui peut m'interdire de rentrer en Côte d'Ivoire, sa grossesse n'est pas encore formée. Sa grossesse n'a même pas encore été formée. Faites comme si, non, Don Giovanni ou bien Gilles Messon a quitté la Côte d'Ivoire, ça fait 30 ans. 40 ans, il n'a pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. Non, l'année passée, j'étais en Côte d'Ivoire. L'année passée, j'étais en Côte d'Ivoire. Généralement, quand les gens vont en vacances, ils font 1 mois. Souvent, d'autres font 2 semaines. Et puis, ils quittent la Côte d'Ivoire. S'ils ont trop fait, c'est 4 semaines et puis ils quittent la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait 2 semaines et 2 mois et demi. 2 mois, 2 semaines. Et puis, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Attendez, c'est quoi ça? Ou bien vous n'avez rien à dire, quoi? Non, viens, c'est ici, ça se passe. Non, mais c'est à la Côte d'Ivoire. Non, mais tu ne connais pas les réalités d'ici. Quelqu'un vit dans un pays. Partout, je suis parti. Je suis parti à Beauville. J'étais dans Abidjan. J'ai fait pratiquement tous les quartiers. D'abord, quand je suis parti même, j'étais aux 2 plateaux. C'est là-bas, mon premier hôtel. Après ça, je suis venu à 13 villes. Après ça, je suis allé à l'hôtel Ibis. C'est de l'hôtel Ibis que j'ai pris mon avion puis je suis venu. J'ai fait Divo. Je suis allé dans plusieurs villes. Je ne vais même pas citer toutes les villes. Mais je suis allé dans plusieurs villes. Avant de venir encore aux États-Unis.
Je suis passé sur mes traces, partout où je suis passé. Bon, c'est vrai, il y a d'autres régions où je suis pas, que j'ai fait, où je suis pas passé. J'ai fait Yopougon, tout ça. Tout Abidjan, les 10 communes. J'ai fini avec les 10 communes avant de venir ici. Donc, vous parlez de quoi? Faites comme si je vis sur une autre planète, je ne connais pas les réalités d'Abidjan. Vous aussi, vous parlez de quoi? J'étais avec mes amis d'enfance. Chaque jour pratiquement, j'étais avec mes amis d'enfance. Tous mes amis d'enfance, j'étais avec eux. Je ne me cachais pas, je n'avais pas garde de corps. Et je n'étais pas véhiculé. Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui est toujours dans la voiture et puis il ne descend pas, il ne sait même pas ce qui se passe. Je suis dans les cabines cellulaires, je suis partout, je marche moi-même pour aller faire laver mes habits. J'étais partout. Partout, avec tout le monde. Je mangeais garba, je m'allais m'asseoir. J'aime bien manger garba dans les coins là, coins façon bizarre. Je m'allais m'asseoir là-bas avec les gens, puis ils mangent mon garba. Voilà comment j'ai vu. Je m'asseyais toujours au kiosque d'une femme burkinabé là, avec son enfant. C'est là que je prenais toujours mon petit déjeuner. Donc, vous faites comme chose. Arrêtez de rêver là. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je sais exactement de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Devant la cathédrale, au plateau, j'ai pris même photo là. Quand je suis rentré, quand je suis parti, je suis rentré au palais de justice. Tout le monde m'a vu là-bas même. Il y a des juges qui m'ont reconnu, qui sont venus, qui m'ont donné l'accolade. Il y a des greffiers qui m'ont reconnu, qui sont venus, qui m'ont donné l'accolade. Il y a des policiers qui m'ont reconnu, qui sont venus, qui m'ont pris photo avec moi. Dans la justice là, au plateau là. On m'a reconnu, j'étais là-bas. Vous faites comme chose. Ah ouais, quelqu'un vient de me rappeler quelque chose. C'est vrai que, que le Conseil national de transition, c'est-à-dire que le CNT, ne devait pas envoyer les jeunes sortir, mais c'était la responsabilité du gouvernement de protéger ces jeunes-là qui sortaient. Et Alassane plutôt a armé des gens pour aller les tuer. C'est ça qui est la vérité aussi. Alassane non seulement ne devrait pas les armer, ne devait pas armer des gens pour aller attaquer les marcheurs, mais en plus, il avait la lourde responsabilité de protéger tous ceux qui étaient dans les rues. C'est sa responsabilité à lui. Draman devait les protéger, que d'envoyer des gens les tuer. Donc CNT, c'est illégal d'avoir créé ce qu'ils appelaient CNT là, le Conseil de transition. C'est illégal. Mais eux, ils n'ont pas envoyé les gens à l'abattoir. C'est Alassane qui allait tuer les gens. Parce que comme toute opposition, l'opposition est toujours libre de dire aux gens de sortir. Et c'est le droit, constitutionnellement parlant, les gens ont le droit de sortir pour protester. Ce n'est pas un crime en Côte d'Ivoire de sortir et de protester. Mais c'est un crime d'armer des jeunes et d'aller dire aux gens de tuer. Comme à Divo par exemple. Où un RHDP, Ben, le petit frère d'Amédée, est allé armer des gens, les mettre dans un cas et aller faire tuer les Dida. Ça, par exemple, c'est pas bien. Et quand les membres du RHDP se comportent comme ça, alors que le premier président, le patron du RHDP s'appelle Alassane Draman Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, mais ça donne les larmes aux yeux. Ça donne les larmes aux yeux. Ok, je vais vous laisser. On causera demain ou après-demain. Portez-vous bien. Ciao.